Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la 67e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui arrivent dans vos boutiques, mais également dans la deuxième partie des jeux qui arrivent sur notre table et qu'on peut vous montrer plus en détail. C'est ça, mais comme d'habitude, avant de commencer, on va déjà remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous, et vous avez trois manières de le faire, soit en vous abonnant directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit en utilisant les liens d'affiliation qui sont dans la description de cette vidéo si vous achetez un jeu, et enfin, vous pouvez nous laisser un don sur Tipeee. Et cette semaine, j'ai hâte, et je remercie Benji pour ça, j'ai hâte d'entendre les noms de ceux qui nous ont soutenus. Cette semaine, c'est le cas de Stéphane, Desreki, JPHL, Serval, qui est l'un des animateurs de notre Discord. Abonnez-vous à notre Discord, on a une super communauté. Ouais. Martin est un con. Ça, voilà. Merci Benji, c'est génial. Il nous a envoyé un petit message en disant « C'est bon, j'ai fait un don !» Et en fait, on choisit le nom qu'on met, il a mis « Martin est un con ». Je t'aime. Est-ce qu'on peut nous-mêmes faire un don à la chaîne pour pouvoir annoncer les noms? Il n'y a aucune raison. Je me pose la question. Mais nous avons également Damlock, Séverine, Glorkindle, Cam1006, Antares34, qui est l'un des animateurs de un des admins de notre Discord. Merci beaucoup à lui. Ils se sont passés le mot. Ben, Merci les gars, c'est ouais. gentil. La chimie des jeux, Kevin, Mon reflet dans le miroir, quel beau gosse. Ah non, mais c'est parti, là, maintenant on a n'importe quoi comme pseudo. Ça va devenir la séquence la plus intéressante. Chaque semaine, on va avoir hâte de donner nous. Un grand merci à vous tous. Et comme d'habitude, on remercie également notre sponsor, Board Game Arena, donc la plateforme de jeu sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et sur Board Game Arena, cette semaine, il y a eu plusieurs gros jeux qui sont arrivés. Alors, il y en a un la semaine dernière, mais on en avait enregistré très tôt la semaine dernière, donc on ne l'avait pas encore. Il s'agit de Super Fantasy Brawl, le jeu qui a gagné notre prix du jeu de l'année sur Un Monde de Jeux avec Top 10. Donc on est ravis qu'il arrive sur Board Game Arena parce qu'on peut y jouer très rapidement sans installer le matériel, et notamment quand on n'est pas chez nous. Donc sur une tablette, c'est pratique. Deuxième jeu qui arrive, c'est Oriflamme qui a gagné l'As d'Or en 2020. C'est ça. Donc ça, c'est un jeu idéal pour jouer de 3, 4, 5 joueurs, alors que Super Fantasy Brawl, c'est vraiment un jeu pour 2 joueurs. Je me pose la question de faire un tournoi sur Super Fantasy Brawl. Ouais. Faut qu'on en parle à Serval et en Antares34 pour voir si on nous écoute. Si on l'organise dans notre forme habituelle. On fait un tournoi tous les mercredis et tous les vendredis, ou si on fait un tournoi spécial en dehors des créneaux. On va en discuter. Et très sans doute, assez rapidement, on fera un tournoi sur ce jeu. Très sans doute, vous aurez un tournoi rapidement. On commence par les sorties de la semaine, et comme à chaque fois, on remercie la boutique Philibert pour ses informations. Toi, tu as Watt devant toi. Oui, donc celui-ci, vous le connaissez, puisqu'on a fait plusieurs vidéos dessus. Elles sont disponibles sur la chaîne, on vous en a parlé vraiment dans les détails. Donc on va pas revenir dans le détail dans cette vidéo-là, mais sachez que c'est cette semaine qu'il arrive en boutique. C'est ça, donc on dit juste que c'est un jeu de Nicolas Normandon, édité par Kif Édition, et donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. J'ai également devant moi Sheriff of Nottingham et Velomino. On vous en parle plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Et on commence cette rubrique par Zerzura, l'Oasis des Merveilles. On vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais on n'avait pas le jeu et l'éditeur nous l'a envoyé, donc un grand merci à l'éditeur. On y a joué pour l'instant uniquement à 2 joueurs, et c'est un jeu dans lequel les interactions sont très importantes. La règle à 2 joueurs, c'est un peu une variante, donc on a envie d'y rejouer à plus nombreux avant d'éventuellement vous en reparler dans une future vidéo. Très rapidement, c'est un jeu dans lequel on va échanger des marchandises, et l'une des particularités, c'est qu'il y a une grille. C'est ça, en fait, on va devoir essayer donc d'avoir des collections de différentes marchandises, sauf qu'on n'est pas dans un jeu classique dans lequel il faut en avoir le plus possible. Là, on peut remarquer sur la grille que, par exemple, pour certains objets, si j'en ai 3, je vais marquer 3 points. Par contre, si j'en ai 4, je vais marquer 0 points. Donc, il va falloir essayer d'en avoir, mais d'en avoir le bon nombre. Ni trop, ni trop peu. Donc voilà, là, on passe très rapidement. On reviendra peut-être dessus dans une future vidéo news. Matago nous propose Matcha, c'est un jeu de David Harding, et c'est un jeu dans lequel on va devoir faire la cérémonie du thé. Donc c'est un jeu minimaliste, visiblement, il n'y a que 18 cartes dans le jeu, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai hâte de le Il y découvrir. a beaucoup de jeux qu'on ne connaît pas cette semaine, il y a pas mal de sorties, de jeux qu'on n'avait pas vus à l'avance. Il n'y a pas de festival, on n'a pas eu le temps d'y jouer, on les a pas encore, donc on va l'acheter, et on en reparlera éventuellement dans une future vidéo news. C'est le cas également de Pillard de City, le nouveau jeu de Shem Phillips, ça sort comme d'habitude chez Pixie Games. C'est un jeu, alors on connaît les jeux de Shem Phillips, il en a fait toute une série entre les Pillards de la mer du Nord, tous ces jeux-là qui s'adressent quand même à un public de joueurs passionnés. On en fait partie, donc on est très curieux de le découvrir. Et donc visiblement, justement, tu parlais des Pillards de la mer du Nord, ce jeu-là, c'est pas une nouveauté, visiblement, ça reprend les règles, les mécaniques, ou en tout cas une partie des mécaniques de Pillards de la mer du Nord, mais dans un autre thème. Tu te souviens qu'on avait fait une super photo sur Pillards de la mer du Nord? C'est à l'époque où on faisait pas encore de vidéos et on faisait plutôt des photos de mise en scène. Est-ce que tu la diffuserais pas? C'est pas celle où tu t'étais rajouté les muscles? Non, toi, moi c'était moins normal. Non. Toi, je t'avais rajouté des muscles.
Gigamic propose Jardin d'Orient, et là c'est un jeu, je me suis amusé à lire la règle, parce que quand j'ai commencé à voir le matos, ça m'a donné vraiment envie. C'est un jeu dans lequel on va devoir construire des cartes, des panoramas à la manière d'un Tokaido. Oui. Donc tu sais, tu vas devoir les aligner, ça va créer un panorama, donc tu vas gagner des points, mais c'est un jeu dans lequel on va tenter de gagner des ressources. Par contre, on peut pas se blinder de ressources, on peut en avoir que 4 devant soi. Donc si tu gagnes plus de ressources, les autres elles sont perdues. Donc on sent ce côté vraiment très casse-tête où il va falloir vraiment s'organiser. On a un magnifique matériel en 3D, une pagode qu'on va devoir faire pivoter pour gagner les fameuses ressources. Donc moi, il me tente bien de l'essayer. Et juste avant de faire cette émission, j'ai reçu un mail de Studio H qui nous annonce la sortie cette semaine de Mandragora, que Philibert n'avait pas encore annoncé. Donc normalement, il est là cette semaine en boutique. C'est un jeu de Bruno Catala et Florian Siriex, publié par Studio H, illustré par Pierrot. Donc plein de bonnes raisons pour y jouer. Nous, on ne l'a pas encore, mais dès qu'on l'a, dès qu'on y a joué, on vous le présentera dans une vidéo news. Et du côté des rééditions, Flip Flap Edition nous propose le jeu Pile Poil. C'est un jeu de Cyril et Léo Blondel. T'as dit Philippe Plap ? Philippe Plap Édition ? Flip Flap. Cyril Blondel, c'est l'auteur du jeu et c'est l'éditeur de Flip Flap Edition. Donc le jeu était distribué auparavant, il était édité auparavant par Cocktail Games. Et auparavant, par Flip Flap. D'accord. C'est une info que j'ai eue sur Facebook, c'était déjà chez Flip Flap, c'est passé chez Cocktail Game et ça revient chez Flip Flap. Voilà, donc l'auteur reprend son jeu, il le diffuse. On en reparlera peut-être dans une future vidéo news. À la limite, on pourra le montrer dans une cloche. C'est un petit jeu très rapide et très sympa dans lequel on va retourner une carte, on va avoir différents thèmes, une couleur qui va nous donner le thème qu'on va devoir trouver, et ensuite ça va se jouer simplement avec des syllabes. Donc c'est un jeu de rapidité, ça a l'air très rigolo. On y avait joué à la version cocktail, donc ça m'est bien plu. Cette annonce est non contractuelle, hein. On verra le programme des futures vidéos news. Stratosphère nous propose Vélomino, c'est un jeu de cartes basé sur le cyclisme créé par Bruno Catala. Et on avait découvert ce jeu quand Bruno était venu au chalet, il nous y avait fait jouer. On avait passé une super soirée. J'étais pas là, j'étais au boulot. Ah, c'est vrai? Mais oui, c'était le lendemain. Ah, t'y as pas joué, toi, du coup? Alors j'ai joué après avec Jube et Jérôme et toi. Ouais. Et on avait passé aussi une super soirée, Oui. parce que c'est un petit jeu de cartes, un jeu de défausse, dans lequel il faut se débarrasser de ses cartes pour gagner les différentes étapes d'un Tour de France, parce qu'on fait le Tour de France forcément quand on joue à ce type de jeu. Le jeu est très simple, chaque joueur va avoir en main des cartes avec différentes valeurs et différentes couleurs. Les valeurs vont de 1 à 7, et à mon tour de jeu, donc tu l'as dit, c'est un jeu de défausse, je vais tenter de défausser des cartes. Soit je joue une seule carte, soit je joue plusieurs cartes. Si j'en joue plusieurs, il faut soit qu'elles aient la même couleur, soit la même valeur. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, là par exemple, j'ai 2, 5. Et ensuite, on va calculer les valeurs, donc le calcul est très simple. Chaque carte vaut 10, donc 10, 20. Et ensuite, la carte la plus faible jouée vaut sa valeur. Donc là, j'aurai 10, 20, c'est un 5 la plus faible, ça me ferait 25. Si je joue cette combinaison-là, j'aurai 10, 20, le 3 c'est la plus faible, j'aurai 23. Et donc, si moi je joue 23, à ton tour de jeu, soit tu passes, soit tu joues une valeur plus haute. Mais tu fais comme tu veux, t'es pas obligé de jouer 2 cartes parce que j'ai joué 2 cartes. Tu fais ce que tu veux. J'ai joué 24. Donc là, tu as 10, 20 et 4, tu as 24, ok. Les joueurs suivants vont jouer, soit passer, soit jouer. Et dès que tous les joueurs ont passé successivement, les cartes sont défaussées, et donc le joueur qui remporte la manche entame une nouvelle manche. Et dès qu'un joueur n'a plus de cartes en main, il remporte l'étape, c'est lui le premier, il va marquer un certain nombre de points, et surtout, il va gagner le maillot distinctif qui lui sera très utile dans la suite de la partie, puisqu'il va lui permettre de faire de meilleures combinaisons. Est-ce que tu dis le nom du maillot? Oui, c'est le maillot à pois carotte. C'est le petit pois carotte, c'est un jeu de Bruno Catala. Bah ouais, ça Il fallait fallait un petit son peu jeu de sur mots. le thème du jeu. Et précisons également, alors on va pas rentrer dans tous les détails des stratégies, des différentes manches, mais nous avons également, c'est important de les montrer, des cartes distinctives qui vont jouer toutes seules. Par exemple le 30, je peux le jouer pour sa valeur. Ça me permet, c'est déjà une bonne carte, hein. C'est bien, 30. Donc ça me permet, notamment quand on n'a plus beaucoup de cartes en main, c'est bien de les garder sur la fin, puisqu'on peut les jouer facilement. Donc il faut que j'arrive à dépasser 30. Eh bien, moi, je vais mettre cette combinaison-là. 3 cartes rouges, donc 10, 20, 30. La plus petite, c'est un 1, ça fait 31. Ça passe juste bien. Et en plus, je joue le 1. Pour chaque couleur, vous aurez un 1, c'est une tortue. L'avantage de cette carte-là, c'est que j'ai la possibilité de prendre à un autre joueur une de ces cartes. Donc je t'en pique une. Hop, je la regarde. Et je dois lui rendre une carte de ma main. Donc soit je lui rends celle-là parce qu'elle ne me plaisait pas, soit je peux lui en rendre une autre. Donc imaginez la partie où vous piquez par exemple le 45 à un joueur, c'est le côté très amusant. Et évidemment là j'avais joué qu'une tortue, mais si je faisais une combinaison avec plusieurs tortues, je prenais autant de cartes à ce joueur. Donc c'est des cartes qui sont moins fortes, donc elles nous permettent de faire des combinaisons un peu plus basses, mais elles sont aussi très stratégiques. Ouais. C'est des petits aspects, donc c'est des règles qui se comprennent très rapidement. On les a expliquées en 5 minutes, on commence à jouer directement. Mais par contre, ça génère autour de la table des petits retournements de situation et des situations qui provoquent des relations entre les joueurs. Bien sûr. C'est ce qu'on recherche quand on fait un jeu de cartes comme ça.
On a envie de vivre des histoires, on a envie de se raconter notre partie quand on se retrouve après. Ah, tu te souviens, quand j'ai gagné la 3e étape, tu t'y attendais pas, je t'ai sucé la roue, et après, je suis repassé. C'est un terme technique dans le vélo. Hein. Ouais, Sucer la roue, c'est l'aspiration. Tu fais pas trop d'efforts quand tu es derrière le joueur, puis d'un seul coup, hop, t'accélères. Tu remportes l'étape, tu gagnes le maillot distinctif, t'es un grand champion. Et surtout qu'on n'a pas parlé en détail du score, mais il faut savoir qu'on va jouer sur 5 manches, et à chacune des manches, le scoring sera de plus en plus important. Donc on a aussi cette montée en tension qu'on peut avoir dans les courses de vélo ou de voiture. Vélonimo, c'est un jeu qui tient beaucoup sur son ambiance, sur son thème particulier, puisque, alors moi je suis très très attaché au thème du vélo. Toi tu m'as dit que c'était pas un thème qui te parlait beaucoup. Alors moi, si on prend le cas, parce qu'on a eu une discussion en off des jeux de course. On est en train de jouer par exemple à Rallyman, donc un jeu dans lequel on se prend vraiment pour un pilote de rallye, on passe la 5e, on essaie de faire les virages. Un jeu de vélo, j'ai eu l'impression que je vais transpirer en fait. C'est le cas de Flamme Rouge par exemple, où j'arrivais pas à me sentir dans le thème comme dans un Rallyman. Et puis aussi parce que tu n'as pas la culture vélo. Mais je pense que le vélo a beaucoup souffert des histoires de dopage qu'il y a eu dans les années 95 avec l'affaire Festina. Alors que c'est un sport, moi je trouve que c'est le sport du panache, c'est le sport le plus passionnant. Alors quand on regarde une étape entière, du début à la fin, ça peut paraître très longué, mais vraiment sur les grandes étapes du Tour de France, avec toute la tension, l'aspect stratégique qui est en cours de partie, et puis les histoires fabuleuses qu'on avait sur les cyclistes, c'est que les plus grands journalistes sportifs, ceux qui sont le plus renommés, dont on lit encore les textes longtemps après, c'était ceux qui étaient spécialistes dans le cyclisme, alors que c'est pas le sport national à la base. Hein. On parle beaucoup plus du football, mais les grandes histoires du vélo, ça a toujours été très très marquant. Après moi l'image que j'ai, désolé papa et maman, mais tu sais, c'est justement ces fameuses étapes où oh regarde la belle église, où tu as l'impression très contemplative des paysages. Et alors comme tu dis, c'est un sport. Mais après je regarde pas non plus le sport automobile. Hein. C'est vraiment quand je joue à un jeu. C'est un tout petit peu plus polluant, hein, pardon, mais vraiment je préfère de très très loin l'ambiance. Ça existe des courses avec des voitures électriques ou pas encore? Si, ça existe, la Formule E, et ça a fait de nombreux débats parce qu'ils s'installent en ville, et puis finalement, la voiture en elle-même, elle pollue moins, mais alors toutes les histoires qu'il y a autour, c'est pas forcément beaucoup mieux. Tu sais, les voitures qui arrivent en camion. Ok, oui, ça marche. Donc pour revenir à Vélomino, vous l'avez compris, moi je le mets dans ma ludothèque. Ah oui, parce que c'est un jeu qui revisite le classique du président, ce genre de jeu dans lequel il faut défausser, il faut augmenter les valeurs, mais très moderne, très malin avec ses petits aspects, les cartes tortues, les choses comme ça. Donc moi j'ai vraiment adoré. Moi aussi, il rentre dans ma ludothèque. Alors le président peut-être pas, parce qu'en fait c'est un jeu de défausse. Donc tu vois, c'est la grande catégorie des jeux de défausse dont fait aussi partie le président. Alors c'est quoi, il y en a plein. C'est quoi le classique des jeux de défausse? Est-ce qu'il y en a un? Parce que le président, je pense que c'est celui-là, tu as raison. C'est pour ça que je cite le président. Il y en a plein. Dans les jeux de deck building, on cite souvent Dominion, mais les autres sont différents. Donc c'est un excellent jeu de défausse qui rentre dans ma ludothèque, que je vais avoir plaisir à jouer. Et j'espère y jouer le plus souvent possible. C'est ça. Très bonne nouvelle cette semaine avec le retour en boutique de Sheriff of Nottingham. C'est un jeu qui était paru, que vous connaissez peut-être. C'était distribué par Yellow à l'époque. Et maintenant, c'est Funforge qui reprend la distribution de ce jeu. Pendant longtemps, on ne pouvait plus l'avoir alors qu'il a une excellente réputation. C'est un jeu pourtant de coups bas, comme Mafia de coups bas. Un jeu dans lequel on va négocier, on va proposer des choses à la vente, on va se regarder de travers, on va faire des coups bas. Oui, des coups bas, mais on va aussi essayer de payer les adversaires pour qu'ils ne nous dénoncent pas, pour que tout se passe bien. Et c'est un jeu que moi j'apprécie tout particulièrement. On y avait joué un petit peu à l'époque, notamment avec Jules et Jérôme. Toi, tu n'y as jamais joué. Tu m'en as parlé, et là on vient de le recevoir, donc on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. J'ai juste lu la règle. Et vu ce que tu m'en dis, ce côté Kuba, j'ai vraiment envie de jouer. Par contre, il faut choisir ses joueurs. Ah oui. Parce qu'il y a des joueurs à la table qui vont pas accepter qu'on fasse un Kuba, c'est le but du jeu. Donc après, ils vont nous en vouloir toute la partie, ça va flinguer le jeu. Donc attention aux joueurs avec qui vous jouez. Mais moi, je pense que justement, Jube et Jérôme, dès qu'ils viennent, message à Jube et Jérôme, dépêchez-vous de venir. C'est idéal quand on est relativement nombreux autour de la table. Ça joue de 3 à 6 joueurs, ça sera vraiment super. 4, 5, 6, c'est vraiment super. 3, je trouve, c'est un petit peu limite. Ouais. Mais ça fonctionne. Et c'est un jeu qui marche effectivement, tu l'as raison, très bien avec des joueurs qui savent mettre l'ambiance autour de la table. Si vous jouez que avec des calculateurs qui tirent la tronche pendant toute la partie, à la limite, je pense que c'est pas le bon public. Jouez-y avec des gens qui ont envie de s'amuser les uns avec les autres et qui ne prennent pas la mouche, hein, parce que forcément... C'est ça, parce que ça sent vraiment le coup de la fausse alliance. Allez, on peut même faire des pots de vin, donc à un moment donné, allez. C'est le cœur du jeu. On fait un pot de vin, et puis comme ça, on est d'accord, puis en fait, on trahit le joueur, ça a l'air très rigolo. Dans Sheriff de Nottingham, un joueur va incarner le shérif, ça tourne à chaque tour, et il sera là pour surveiller que tout se passe dans la légalité. Alors le shérif de Nottingham, vous le connaissez quand même, si vous connaissez l'histoire de Robin des Bois. On a un personnage qui fait les choses dans la légalité, mais pas forcément avec beaucoup de morale. Ouais. On peut le payer en douce, on peut lui donner des pots de vin. Et les autres joueurs vont essayer de négocier, on est à Nottingham, donc ils vont négocier des ressources pour les placer autour de leur plateau individuel. Ça va leur faire des revenus, ça va leur faire des points de victoire, surtout en fin de partie. Celui qui a le plus de points de victoire remportera la partie.
Dans sa main, chaque joueur va avoir des cartes, donc des marchandises. Certaines sont légales, d'autres non. Et donc, une phase de jeu. Alors déjà, on a une première phase dans laquelle, comme au poker, on a la possibilité de rendre certaines cartes pour en prendre des nouvelles, pour essayer d'améliorer sa main. Et tout est visible dans ce cas-là. Donc Ouais. on voit ce que les joueurs sont en train de faire. Le shérif voit ce que les joueurs sont Par exemple, moi, en train de faire. Je peux dire, tu vois, ça c'est des marchandises illégales, j'en veux pas, je suis quelqu'un d'honnête, je les défausse, je reprends 2 nouvelles marchandises. Voilà. Merci. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase du jeu, chaque joueur va mettre secrètement, cette fois-ci dans sa main, un nombre de marchandises compris entre 1 et 5 cartes. Mais il doit légalement mettre des marchandises du même type. Et évidemment, il ne doit pas mettre dans son sac des marchandises illégales. Ah non, c'est illégal. Une fois qu'il l'a fait, il va annoncer les marchandises qu'il a mis. Moi, par exemple, j'ai mis 3 cartes. J'annonce le bon nombre de cartes. Et il s'agit évidemment des 3 mêmes types. C'est 3 morceaux de pain. C'est parfaitement légal. Je les mets en vente. C'est fou, moi j'ai mis 4 cartes, et c'est aussi du pain. Ah bah voilà, Voilà. on a eu beaucoup de pain. Donc là, tous les joueurs vont faire ça, vont faire leur proposition, donner le sac au shérif, et ensuite on passe à la phase suivante, c'est la phase où le shérif va décider ou non d'inspecter les sacs. Donc là, c'est cette fameuse phase dans laquelle on va discuter un petit peu, on va essayer de corrompre le shérif, on peut très bien dire, écoute, je te donne 20 pièces, tu regardes pas mon sac, par contre tu regardes celui de Martin parce que c'est douteux. Le shérif peut accepter ou non. Et donc c'est ça tout l'intérêt du jeu, c'est vraiment ces fausses alliances qui vont se créer. C'est des discussions qui ont lieu autour de la table. Le shérif a le choix de vérifier. Donc il va vérifier un sac. On va regarder si tu as bien mis tes Donc j'ai 4 dit morceaux de pain. 4 cartes, 4 pains. Si jamais ça n'est pas le cas... Oh, mais c'est pas le cas! Il n'y a que 3 morceaux de pain. Alors les 3 morceaux de pain, tu les gagnes quand même. Et Par contre, j'avais presque juste. la dernière carte qui est illégale, Tiens, mets-la en vidéo. déjà elle est défaussée. Donc tu vas pas pouvoir la placer en douce dans ton sac pour marquer des points en fin de partie. Je me suis trompé en plus, j'ai vraiment pas voulu faire ça. Ouais. Et puis surtout, tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer une petite amende. Donc là, c'est 4. Bah forcément, hein, t'as mal joué. Et c'est pour ça que faire un pot de vin, à la limite même un pot de vin parfois est supérieur à la somme qui est marquée sur la carte, ça peut être très utile pour la passer en douce, parce que quand même le but du jeu c'est de marquer des points de victoire. Et on voit qu'en fin de partie, si j'avais réussi à faire passer cette carte, en fin de partie, elle m'aurait rapporté 8 points. Et donc le cas contraire, si j'avais dit la vérité, dans ce cas-là, c'est le shérif qui va devoir payer une pénalité égale au nombre de cartes que j'ai mises. Par exemple, si j'avais vraiment mis 4 pains, et on aurait eu 2, 4, 6, 8, le shérif aurait dû payer 8 pièces de pénalité. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, si jamais tu fais passer des choses en douce, si tu fais du travail au black, le fisc qui te contrôle va pas te dédommager si, oh bah non, désolé, on vous a fait perdre du temps, on est venu, on vous a fait un contrôle fiscal. Bah non, bah tant pis. Hein. Vaut mieux, dans la vraie vie, tout passer au noir. Parce que, mais non, t'as pas d'avantage à bien faire les choses. C'est vrai. Alors comme d'habitude, on ne rentre pas dans le détail des règles, des variantes notamment, parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent se rajouter au fil des parties pour l'enrichir. On vous explique le principe général du jeu et vous avez parfaitement compris que c'est un jeu très agréable quand on aime bien jouer avec les joueurs autour de la table. Vous avez compris aussi que c'est un jeu qui, évidemment, rentre dans ma ludothèque. T'as de la chance. Moi, je n'ai pas joué. Ouais, j'ai pas joué. Et maintenant qu'on fait un top toutes les fins de mois, il faut vraiment qu'on y joue celui avant la fin du mois pour que je puisse voir s'il rentre dans mon top ou pas. Mais j'ai bien l'impression quand même que c'est le type est-ce de jeu qu'on que prend j'aime. en compte les rééditions pour notre top des jeux du mois? Parce que c'est un jeu qui ressort, c'est pas une nouveauté. On avait dit c'est les nouveautés uniquement. Ouais, est-ce qu'on Pour toi, ça sera une nouveauté, mais pour moi, non. Voilà, c'est bon, c'est une nouveauté. Mon jeu du mois de mars, ça peut pas être un jeu qui est réédité. Oh, des petits passe-droits, on verra. Ah, un petit pot de vin. Ouais. On en reparlera. Voilà. Gros problème d'ergonomie sur le jeu qu'on vous présente aujourd'hui. Tiens la boîte. Ben voilà, on ne peut pas vous montrer la boîte. Il s'agit de Lost Explorers, le nouveau jeu de Cédric Chaboussi, édité par les Ludonautes. Mais la boîte, elle est posée sur la table, on s'en sert pour jouer. Le plateau est à l'intérieur du couvercle. C'est ça, on va quand même montrer. Hop, voilà. Bon, alors, il y a déjà la mise en place, mais à la base, vous avez la boîte de jeu. Vous l'ouvrez, le que les gens plateau est là. Attends, en vue du dessus, il y a peut-être moyen de le montrer un peu mieux que ça Montrer quand même. complètement en fermant. Waouh, wow. Hop, et voilà. Et j'ai dit les Ludonautes, c'est Ludonautes maintenant, hein, le nom de l'éditeur. Il me semble que c'était les Ludonautes quand ils ont lancé et que maintenant ça a été simplifié. Lost Explorers, c'est d'abord une très belle boîte où tout est à l'intérieur, donc on va pas perdre le matériel, c'est sympa, on risque pas de plier le plateau, il est dans la boîte directement. Et c'est un jeu dans lequel nous allons collecter des ressources, mais des ressources qui sont représentées par des tuiles double face, qui sont à la fois des ressources d'un côté... Alors, c'est pas des ressources, c'est des véhicules. C'est des moyens de transport. Non, mais j'insiste sur le terme de ressources parce que ça définit le type de jeu aussi. Ça fait partie de ces jeux dans lesquels on dépense des ressources pour valider des objectifs. Sauf que nos ressources, tu l'as dit, ce sont des moyens de transport et nos objectifs sont au dos des tuiles. Donc on choisit à chaque fois si on les prend comme des objectifs ou alors comme les éléments que l'on va dépenser.
Et ça fait un petit peu penser à tous ces jeux de la gamme de Splendor, dans lequel on a des ressources. Dans Splendor, c'est des gemmes, et des objectifs. Dans Splendor, c'est des cartes. Ben là, vous voyez, c'est sur les mêmes tuiles. Pour la petite histoire, on est sur les traces de 2 exploratrices qui ont trouvé l'entrée d'un monde perdu, d'un monde secret, et donc elles ont laissé plusieurs indices. Ces indices sont représentés par des loupes. Au fur et à mesure de la partie, on va devoir essayer de trouver ces loupes, et le premier joueur qui gagne 4 indices remporte la partie, donc c'est une course. Mécaniquement, un tour de jeu, c'est très simple, ça se passe en 2 phases. Pendant la première phase, chaque joueur a au début de la partie 3 meeples, on pourra en récupérer un 4e plus tard. Ces meeples, je vais pouvoir soit les placer sur la carte du monde pour commencer à remplir mes objectifs. Par exemple, si je veux me placer ici, on voit qu'il me faut du bleu et du rouge. Si j'ai du bleu et du rouge, j'ai ces véhicules, je dois toujours en défausser un. Donc par exemple, je défausse le bleu, je place mon meeple ici. Plus tard dans la partie, si j'arrive à placer un autre meeple au bon endroit, j'arrive à réaliser un des objectifs, je gagnerai des points. L'autre solution, c'est de placer ces meeples ici ou ici, pour récupérer des tuiles qu'on a ici. Et dès qu'on récupère une tuile, soit on la place côté véhicule, soit on décide de la placer côté mission. Vous l'avez compris, il faut être le plus rapide possible dans ce type de jeu. L'objectif, c'est d'économiser ses actions. Ouais. On va essayer de faire, donc, on a 3 personnages, autant d'actions possibles. On va essayer de les économiser. L'un des intérêts, c'est que quand on valide un objectif, on a la possibilité de laisser son personnage. Et donc d'avoir déjà une partie d'un futur objectif de réaliser. Voilà, ça pourrait être plus précis. En fait, si on a plusieurs personnages, plusieurs meeples de poser sur le plateau, on ne doit en retirer qu'un. Donc on peut laisser les autres, et on va devoir essayer de comboter en se disant, ok, ce personnage, je vais le laisser ici, parce que ma prochaine mission, j'en aurai besoin aussi. Et donc, c'est tout ça qui va nous faire, comme tu dis, économiser des actions. Et enfin, sans rentrer plus dans les détails, on voit ici également qu'on a 2 pistes, et on a tout un système assez malin qui nous permet, si on progresse sur une piste plutôt que sur une autre, de récupérer des jetons de la défausse, donc ce qui va encore nous permettre d'accélérer, de minimiser le nombre d'actions pour essayer de gagner la course. Lost Explorer, c'est donc le 3e jeu de Sabusi sur ce début d'année 2021. C'est vrai. Là, il est super en forme en ce moment. Alors peut-être pas en ce moment, plutôt l'année dernière, parce qu'il a fallu les concevoir, ces jeux. Ils sortent maintenant. Ils ont été conçus les années d'avant. Lost Explorer, Shamans, Lueur, qui rencontre un grand succès en ce moment. Bravo à Cédric pour ce début d'année formidable. Et on se retrouve avec Aline qui a sorti, je vois qu'on a mis la même couleur de vêtements pour cette vidéo. Bah oui, en fait j'ai acheté les 2, un pour toi, un pour notre fils, mais là j'avais trop froid, je lui ai piqué. On est en pleine giboulée de mars. On se retrouve donc pour parler d'un jeu pour enfants. Oui, on se retrouve pour parler de Andor Junior, un jeu de Inka et Marcus Brandt, c'est un peu les Wilfried et Marie-Fort allemands. Oui, c'est exactement ça, c'est les spécialistes du jeu pour enfants, ils en font plein, et pas que du jeu pour enfants, ils ont fait une série de jeux plus complexes. On a parlé par exemple de Raja des Ganges, c'est le nom allemand, je ne sais plus le nom français. Ils se sont associés à l'illustrateur, parce que l'illustrateur de Andor, c'est l'auteur du jeu d'origine, le coopératif qui est bien connu parce qu'il a remporté l'As d'Or, comme son nom l'indique un petit peu, mais aussi le Spiel des Jahres. Et cette fois-ci, il a eu besoin d'avoir un peu d'aide pour faire un jeu qui est plus adapté aux enfants, mais alors aux grands enfants. Oui, aux enfants de plus de 7 ans. Ici, il faut vraiment avoir cet âge-là pour pouvoir profiter du jeu. Oui, parce qu'il y a un minimum de règles quand même. Dans Andor Junior, les joueurs, comme dans la version adulte, vont incarner un personnage, un héros, qui aura une mission à remplir à chaque scénario, parce qu'il y a une série de scénarios dans la boîte. Donc on va avoir une petite figurine en carton, et on va se balader sur le territoire d'Andor. Vous voyez qu'il y a plein de disques, ce sont des petits jetons brouillards, derrière lesquels on va trouver des objets qui vont nous aider à remplir nos missions. Ou alors des choses qui vont nous empêcher de l'accomplir. Par exemple, il va y avoir des petits monstres qui vont faire avancer le dragon. Alors, le dragon, il peut avancer jusqu'au château. Si jamais il arrive au château, il brûle le château, on a perdu. Notre mission principale, c'est d'aller récupérer des louveteaux qui sont perdus dans la mine. On va essayer de les retrouver, on va essayer de les sauver. Si on y arrive, on remporte immédiatement la partie. Et pour pouvoir les sauver, il va falloir avoir plusieurs choses. Il va falloir avoir des torches pour pouvoir s'éclairer dans la mine. Il va falloir avoir des herbes à loup pour avoir une odeur qui ne fait pas peur aux petits louveteaux. Oui, ça c'est pour le premier scénario. Dans le premier scénario, il va falloir également qu'on aille aider le gardien du pont pour qu'il nous laisse passer en amenant son faucon. Il faut le ramener jusqu'au château. Donc, ça me fait vraiment penser à Lady Hawk. Ouais, ramener le faucon. À chaque scénario, on va avoir des missions différentes. Ça, c'est les 2 premiers scénarios. Il y a vraiment un aspect narratif qui va immerger les enfants. Ils sont contents de vivre une petite aventure. Le fonctionnement du jeu est assez simple. Les joueurs ont des disques qui représentent leur journée. Ils pourront donc faire, moi par exemple, je peux faire 6 actions. À chaque fois, je dépense un disque, je fais une action, je me déplace. Ici, il y a un brouillard, donc je le révèle. Ah, j'ai gagné une bûche. La bûche, je la mets dans mon sac. Elle va me servir, par exemple, à éclairer cette tour-là qui permet de faire reculer le dragon. On va faire une série d'actions comme ça, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de disques devant nous.
bah forcément, on sera à la fin de notre journée, on sera fatigué, il faudra se reposer. Et on voit sur le plateau qu'il y a des puits. Les puits vont nous servir à récupérer du temps de journée. Et la nuit, on va pouvoir réactiver les puits. Ils seront plus à sec pour la journée suivante. Vous avez compris, dans Andor Junior, les actions sont vraiment gérées par le hasard parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les disques. On ne sait pas exactement à quel moment les monstres vont arriver parce que les monstres, ils arrivent sur le plateau en fonction des tirages des disques, de ce que le brouillard nous indique. Donc il va falloir qu'on gère, alors qu'on ne perde pas trop de temps pour se déplacer, mais qu'on gère aussi des événements qui arrivent complètement au hasard. Et cet aspect-là, c'est finalement un aspect qui est assez narratif parce que c'est une histoire qui se déroule devant nous et qu'on ne connaît pas à l'avance. Et c'est une course contre la montre aussi, parce que à la fois le dragon va avancer vers le château, mais grâce au système de petits pas qu'on voit sur le plateau, les monstres vont se déplacer de case en case aussi pour nous forcer à accélérer l'allure. Pour les battre, il va falloir lancer les dés. On voit qu'on n'en a pas tous autant, hein. Ça c'est comme dans un jeu vraiment pour adultes, on va avoir des pouvoirs différents. Moi je peux vivre une journée beaucoup plus longue que toi, par contre tu es beaucoup plus fort. Moi je n'ai que 3 dés. Donc on va jeter les dés et en fonction du nombre d'épées et aussi peut-être des épées qu'on a pu récupérer sur notre chemin, on va pouvoir affronter les gores. Et ça, c'est un aspect que les enfants aiment bien, puisque la symétrie, ça leur donne l'impression qu'ils vont choisir un personnage, qu'ils ne vont pas jouer de la même façon. C'est une première approche pour ce type de jeu, et ça donne envie aussi de découvrir d'autres jeux par la suite. Il y a aussi une carte qui devrait plaire beaucoup aux enfants, c'est la carte nain, parce que les nains, ils ont la capacité de se déplacer plus facilement dans les souterrains, donc eux, ils peuvent passer par les passages secrets pour arriver plus vite. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup. Andor Junior, c'est un jeu pour enfants, mais qui se joue en famille, et c'est disponible chez Yellow. Il y a quelques semaines était sorti le jeu Forms, c'est un jeu d'Anthony Perron, publié par Yokai Tsum. Tsume, moi je dis Tsume. À tes souhaits, et c'est un jeu qu'on n'avait pas à l'époque, mais qu'on a pu, que tu as acheté en boutique, et que nous avons l'occasion de jouer depuis, donc de vous le présenter. C'est ça, c'est un jeu que j'avais découvert il y a 2 ans à SN, quand on pouvait aller à SN, et donc là je l'ai acheté. C'est un jeu de dessin coopératif, avec une petite particularité. Et oui, parce qu'on dessine pas ce qu'on veut, on pourrait dessiner magnifiquement n'importe quoi. Chouette. C'est un nez. C'est un nez, ça, d'accord. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, puisque c'est pas très très bien dessiné. Et dans ce jeu, on va dessiner, mais avec des formes. Vous voyez des formes qui sont posées sur la table, et c'est écrit dans le titre du jeu. Vous allez donc utiliser ces formes pour faire découvrir un objet qui est marqué sur des cartes. Alors, pas forcément un objet. Déjà, on voit qu'il y a 3 tas de cartes. Il y a les cartes très faciles pour jouer avec les enfants, les cartes un peu plus compliquées, et là, les cartes qui nécessitent une culture geek. Donc, par exemple, là, on aurait Mickey Mouse ou l'anneau unique. Donc, parfois, c'est trouvable, mais parfois, c'est un peu plus pointu. Pac-Man, Poudlard, ça dépend du public avec qui on joue. Et donc, comment ça marche ? Un joueur va être celui qui va devoir deviner le mot, et les autres joueurs vont devoir donc lui dessiner cet indice, mais chacun va recevoir, en début de tour, une forme. Par exemple, Martin, tu aurais le triangle, Gérard, il aurait le rond, Gérard aurait le triangle, et ensuite moi j'aurais le carré. Eh bien, à ton tour, tu vas devoir nous dessiner, par exemple, si on pioche, une caméra, mais toi, tu ne peux faire qu'un rond. Ensuite, le joueur suivant devra continuer ton dessin avec le triangle. Ensuite, ce sera à mon tour, je devrais continuer le dessin avec le carré. Et donc, le joueur qui doit deviner, dès qu'il a une idée, il peut proposer. C'est assez facile avec le rond, le triangle et le carré, puisque si le joueur fait le rond et que l'autre est suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'il fallait faire avec son triangle, le mettre à cet endroit-là, ça va, mais sauf qu'il faut qu'il ait compris ce à quoi servait le rond du premier joueur. Là, j'ai pas compris. Le joueur suivant fait le carré ou rectangle. Ah, ça marche. Et le dernier joueur, c'est de nouveau son tour, il peut réajouter un rond, et on a compris que c'était une caméra. Et voilà, évidemment, c'est l'ordre des choses qui rentrent en compte. Déjà, l'ordre va rentrer, et ensuite, la compréhension que les joueurs ils ont entre eux, parce qu'on n'a pas le droit de se parler, donc il faut essayer de deviner. Et ça, c'est un des aspects du jeu, c'est que parfois, ça va marcher comme sur des roulettes. Je me rappelle d'une carte, c'était un sapin de Noël. Donc, le premier joueur, il pouvait faire un triangle. Donc, tu sais, il faisait plusieurs triangles à son tour pour faire un sapin. Un autre joueur faisait les boules avec les ronds, et le dernier joueur faisait les cadeaux avec le carré. Et donc, ça marchait bien. Mais si on n'a pas forcément le bon ordre... J'ai dessiné très petit. Ah oui. Toi, tu penses bien au fait qu'on est filmé. Hein. Je vois que monsieur a l'idée de la caméra dans la tête. Pourtant, j'ai mis en gros une caméra pour te rappeler qu'on était filmé. C'est vrai, pardon. Bravo. Et donc, forcément, si on n'a pas les bonnes formes au bon moment, eh bien, parfois, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, le jeu est basé sur un timer. On a une application qui nous demande de mettre un timer. Et on va devoir essayer de faire le maximum de cartes en un temps limité pour marquer un maximum de points. Dans la boîte, il y avait ça qui était offert sur la première édition. Ouais, je l'ai eu. Je viens de m'en servir pour effacer. C'est marqué essuie-tablette. Donc, c'est pas du tout pour effacer ce qu'on a dessiné sur le... Bah si, c'est une tablette. Toi, tu c'est une tablette. Toi, tu penses à l'iPad ? Bah oui.
sais pas. Et donc, vous l'avez compris, Forms, c'est un jeu de dessin coopératif avec cette particularité d'avoir des formes imposées, et c'est disponible en boutique. Avant de conclure cette vidéo, vous voyez que j'ai installé plein de jeux sur la table. Il s'agit de jeux qui ont un point commun, que des jeux qui se jouent à 2, à 3, à 4 joueurs, mais également avec un mode solo, donc un mode spécifique, qui quand on regarde les règles, on ne sait pas trop comment ça peut bien fonctionner. Et si je les ai sortis, c'est que nous, habituellement, on joue pas tellement en mode solo. C'est vrai. On joue au jeu de société, ce qu'on aime bien dans le jeu de société, c'est la partie société, les interactions entre les joueurs. Donc quand on a un jeu qui se joue de 1 à 4, on va y jouer à 2, on va y jouer à 3, et jamais on y joue à un joueur. On s'est dit que c'était peut-être l'occasion de s'imposer des jeux solo, donc on prend l'initiative de faire une vidéo qu'on vous présentera sur la chaîne, mais pour avoir éventuellement de bonnes surprises. Parce que je ne sais pas comment ça marche, tous ces jeux en mode solo, je suis très curieux de le découvrir. On aura peut-être des coups de cœur, des choses qu'on aura envie de partager avec vous. Ça fera l'objet d'une vidéo, on reviendra dessus. On va se les partager ? On en prend combien chacun ? On va en prendre, je te propose d'en prendre 4 chacun, et puis dans notre vidéo, peut-être on en montrera 3, on fera on verra un petit peu comme, parce qu'on peut avoir des bonnes, des moins bonnes surprises. Alors, est-ce qu'il y a des jeux, déjà, tu les veux à tout prix, voir s'il y a débat sur certains jeux, si on va devoir tirer au sort ? Alors moi, très honnêtement, non. Il y en a que je connais, que j'ai envie de... Je suis vraiment très curieux de découvrir, pour ceux que je connais déjà, comment ça marche en solo. Donc j'aurais tendance à les prendre, mais tu as le droit de choisir également, donc je ne veux pas trop t'influencer non plus. Je te propose de choisir. Quel jeu tu prends en premier ? Je vais prendre les petites bourgades. Alors c'est le moins récent, mais celui-ci, tu en as parlé la semaine dernière, tu avais envie de le rejouer, donc ça tombe bien. En fait, ça tombe bien, voilà, fallait que je l'amène pour le faire découvrir à ma femme, donc j'aurai aussi l'occasion de me replonger dedans et de le tester en solo. Très bien. Alors moi, de mon côté, c'est Duncan qui m'a proposé de ramener Capital Luxe 2. Ah. Donc... Divers débat. Ah, parce que tu voulais aussi Capital Luxe 2 ? Je suis désolé. C'est mon type de jeu, je suis très qu'il y en curieux. a deux. Il paraît qu'il est très bon. Ouais, on tire au sort. Eh ben, on tire au sort. Voilà, on choisit chacun, mais moi, j'ai pas le choix. Je t'avais demandé au début, en plus, j'ai été honnête. J'ai dit, est-ce qu'il y a débat sur certains jeux ? Non, a priori, non. Eh ben si. C'est le seul. Tous les autres, je te les laisse. T'es prêt ? C'est un jeu où on met le doigt, celui qui a le doigt qui clignote, il gagne la partie. Eh ben, c'est moi qui prends Capital Luxe 2. C'est très bien, cette application. Capital Luxe. Un jeu chacun. Ensuite, quel jeu tu prends ? J'en veux plus. Je vais prendre celui que t'aurais voulu. Celui que j'aurais voulu ? Bah vas-y. Non, j'hésite avec Ragusa, parce que j'ai fait une partie qui m'a Ragusa, ouais. Celui-là, j'avais bien envie de le prendre aussi. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne. En fait, c'est un type de jeu dans lequel il y a une partie programmation qui, intellectuellement, ça me plaît bien à un joueur, justement. Parce que c'est pas si éloigné de ce que doit être le jeu à plusieurs, et il y a un mode automate dedans. Ouais, parce qu'à plusieurs joueurs, il y a quand même une grosse interaction, justement, entre les joueurs quand on pose des maisons à différents endroits. Donc, comment c'est géré en mode solo ? Je suis curieux de le découvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut tirer au sort ? C'est incroyable, je vais finir par y jouer aussi. En fait, dès que tu me l'auras rendu, j'essaierai également. On peut tirer au sort si tu veux. Alors moi, de mon côté, je vais pas prendre que du petit jeu. Parce que moi, je me suis autorisé donc un jeu un peu plus ancien avec Petite Bourgade. Toi, j'ai vu que tu as aimé Flourish. C'est un jeu qui est, qui est pas disponible en fait. Mais oui, mais j'ai vu certains en parler sur des sites internet de boutiques francophones. Donc peut-être qu'il va sortir en français. Il est indiqué comme une sortie prochaine. Flourish, c'est un jeu de l'éditeur qui a fait Everdell, qui est disponible en français. Donc il y a de fortes chances pour qu'il soit disponible en français. Alors je sais pas quand, par contre. Le jeu est très agréable à plusieurs. Les interactions sont fortes puisqu'il y a un aspect de draft. Comment ça fonctionne tout seul, je ne sais pas du tout. Je vais essayer, je le prends dans ma liste. Donc ça t'en fait déjà 2. Donc toi tu as déjà Capital Luxe et Flourish. Moi j'ai Ragusa et les petites bourgades. Là, alors Ragusa t'as déjà pris un gros jeu. Donc moi je vais prendre du gros jeu après. T'as le droit d'en prendre un plus léger si tu veux. Il en reste 2 qui sont plus légers. Il reste Quattle et Gorinto. Le Master of Renaissance, c'est pas non plus très... Non, mais c'est déjà du jeu pour passionnés. Ouais. Moi j'avais bien aimé la partie, donc pour le coup ça peut être intéressant de voir ce qu'il vaut en solo. Donc je vais partir sur... J'hésite entre 2, mais... Allez, Master of Renaissance. Je te rappelle que tu as le droit de faire un tirage au sort. Alors moi je vais choisir notre jeu du mois de février. Vous avez vu qu'on a mis une vidéo en ligne où on revient sur nos jeux préférés du mois d'avant. Allez voir cette vidéo. C'était Demio, mon choix. Je ne connais pas du tout le mode un joueur. Et j'aurais dû te le piquer. Surtout, quand tu vois les règles du jeu, les interactions sont tellement importantes que je me demande bien comment ça fonctionne. Je vais le choisir. C'est le jeu un petit peu expert que je vais rajouter dans ma sélection. Alors moi j'en suis à 3, il m'en reste 1. Du coup je vais prendre un peu plus léger, je vais prendre celui-là. Quattle. Comment on dit ?
Quattle, moi je dirais. Quattle. Et c'est un jeu que l'éditeur nous a envoyé, mais très tardivement, longtemps après la sortie. Du coup, on l'a pas placé parce que dans nos vidéos news, on présente surtout les jeux au moment de sa sortie. Mais il est toujours en haut de la pile des trucs qu'on a envie de découvrir. On a très envie de le découvrir, comme ça sera l'occasion. Je vais le découvrir en solo et je pense que ce sera l'occasion après de le découvrir à plusieurs, oui. Et il t'en manque un, donc t'as encore le choix entre Gorinto, Coloma, Cloud Edge, Bonfire ou Merve. Donc il y a 2 jeux de Super Meeple dans ce qui reste, je vais en prendre un des 2. Gorato, c'est un peu du jeu C'est du jeu abstrait, un peu quasiment. abstrait, Ouais. oui, donc effectivement, donc je me doute de comment ça va fonctionner. Alors que Coloma, je suis assez curieux de voir comment il fonctionne, parce que c'est pas du tout, c'est aussi un jeu où les interactions sont très importantes, et il y a un petit livret de règles à part avec le mode solo. C'était mon 5e choix en fait. On devait en choisir 4, mais c'était mon 5e choix parce que. Moi je voulais Ragusa, donc tu me donnes Ragusa, je te donne Coloma si tu veux. Ah, tu négocies en plus. Ah bah oui, oui, oui. Bah tu m'as piqué un jeu que j'avais envie de faire, j'aurais dû le négocier. Tu m'as piqué Capital Luxe. Ouais. Ouais, vas-y, tu m'as convaincu. C'est n'importe quoi. Cette séquence, c'est n'importe quoi. On joue à les la règles, marchande. on négocie. Voilà, on a nos jeux. J'espère que tu vas passer un mauvais moment. On va laisser les autres de côté, on reviendra sur les autres un petit peu plus tard éventuellement. Et Donc nous, ressortez 4 jeux quand ouais, même. on va jouer, moi, à Ragusa, Demio, Capital Luxe et Flourish. On va y jouer en solo et on fera une vidéo dans laquelle on reviendra sur notre expérience. Et donc moi j'ai Quattle, Master of Renaissance, Les Petites Bourgades et Coloma. On arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos, pour des vidéos dans lesquelles on vous présente un jeu en particulier, ou alors pour la vidéo news de la semaine prochaine qui sera diffusée normalement vendredi prochain. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit À bientôt.